Les cris ont commencé quand je n'étais pas à la maison. Il y avait des cris qui venaient de chez toi. Ces quelques mots ont fait voler mon monde en éclats alors que je me tenais dans mon allée, ma valise encore tiède de la navette de l'aéroport. Mon voisin Léo m'a annoncé la nouvelle avec la distance prudente de quelqu'un qui approche un animal blessé. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je l'ai dévisagé, certaine d'avoir mal entendu. La maison derrière moi, mon sanctuaire, ma parcelle de paix durement gagnée, était maintenant silencieuse, ne trahissant rien de ce qui s'était apparemment passé à l'intérieur. Ce n'est pas possible, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je suis partie en voyage pendant 2 semaines, mais Léo m'a simplement regardé avec ce mélange d'inquiétude et de suspicion qui vous fait sentir l'estomac tomber comme un ascenseur au câble sectionné. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis prudente. Il y a une différence. Ma maison est verrouillée comme Fort Knox. Serrure à peine dormant, double cylindre, serrure à clavier, la totale. Non pas parce que je m'attends à un désastre, mais parce que j'ai passé ma vie à apprendre que les limites existent pour être franchies, surtout par les gens qui prétendent vous aimer le plus. Je suis consultante, l'une de ces personnes avec un titre de poste vaguement impressionnant et une valise perpétuellement prête. Je passe la moitié de ma vie à résoudre les problèmes des autres et l'autre moitié à rentrer dans une maison vide où le seul accueil est constitué de vieux restes fades et de factures non ouvertes, collées sur le frigo par un aimant qui dit « vis, ri, m » en fausse écriture cursive. L'idée de quelqu'un pour un cadeau de pendaison de crémaillère, pas la mienne. Je revenais tout juste de Denver. 14 jours de réunions consécutives où j'ai souri jusqu'à en avoir mal au visage et hoché la tête jusqu'à en avoir mal au cou. Tout ce que je voulais, c'était une douche assez chaude pour décaper le souvenir des sandwichs d'aéroport et des chambres d'hôtel aux tâches suspectes. Au lieu de cela, j'ai eu droit à un mystère qui allait démêler chaque fil de confiance que j'avais jamais placé en ma famille. Léo a changé de pied, l'allée en béton semblant soudain trop petite pour cette conversation. Écoute, dit-il en baissant la voix. Même si nous étions seuls, il y avait des gens qui allaient et venaient, des gens différents. Et les cris. Il a fait une pause, cherchant ses mots. Ce n'était pas normal. Pas amusant. C'était comme quelqu'un qui souffrait. Le frisson qui m'a parcouru n'avait rien à voir avec la brise d'automne. Quand exactement ? Ai-je demandé, les clés s'enfonçant dans ma paume. Il y a quelques nuits. Vers minuit. Et avant ça, aussi. Ses yeux se sont tournés vers ma maison, puis de nouveau vers moi. Ce n'était pas la première fois non plus. C'est arrivé en mars, puis de nouveau en juin. Je m'en souviens parce que c'était la veille du récital de danse de ma fille. J'ai hoché la tête machinalement, feuilletant déjà mentalement mon calendrier. 10 mars, Atlanta. 2 juin, Denver. Chaque fois, à des centaines de kilomètres de là. Merci, ai-je réussi à dire avant de me retirer à l'intérieur et de verrouiller la porte à triple tour derrière moi. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses. Le miroir dans le couloir, plus propre que dans mon souvenir. Le parquet brillant comme si quelqu'un l'avait ciré à 4 pattes. Et à l'étage, mon lit n'était pas seulement fait, il était fait comme à l'hôtel. Des coins au carré, des oreillers disposés avec une précision géométrique, la couverture rabattue selon un angle qui criait la perfection de Pinterest. Ma maison avait été occupée. Seulement, pas par moi. J'ai appelé ma mère, les doigts tremblants. « Salut, ma chérie. » Sa voix était enjouée, d'une gaieté anormale. « Comment s'est passé ton voyage ? » « Bien, ai-je dit, en gardant un ton neutre. »« Petite question. Tu es passé chez moi ? » Il y a eu une très légère pause, à peine perceptible si on ne s'y attendait pas. « Oh, je suis passé arroser les plantes. » Tu aurais vraiment dû laisser de meilleures instructions pour les orchidées, d'ailleurs. J'ai dû improviser. Ma gorge s'est serrée. Et tu as fait mon lit ? Elle a ri. Ce rire particulier, le rire parfait de ma mère. Celui qui vous fait sentir ridicule d'avoir posé une question tout à fait raisonnable. Eh bien, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Tu l'as laissé en désordre. J'ai fermé les yeux, j'ai compté jusqu'à 3. Maman, je te l'ai déjà dit.
Oh, allez. Je n'ai rien touché d'autre. Juste le lit. Et j'ai passé l'aspirateur, essuyé les comptoirs et réorganisé le tiroir à épices. Tu avais 3 boîtes de paprika, Paige. Tu n'as amené personne, n'est-ce pas? La question était comme avaler du verre. Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je amené quelqu'un? Ne sois pas ridicule. Le mensonge flottait entre nous, familier dans sa forme et son poids. Je n'ai pas argumenté, non pas parce que je la croyais, mais parce que 2 décennies d'expérience m'avaient appris que confronter les mensonges de ma mère, c'était comme essayer de clouer de la gelée au mur. Glissant, salissant, et finalement inutile. Pour comprendre à quel point cette trahison était profonde, il faut comprendre ma famille. Mes parents étaient des hippies, pas le genre photogénique pour Instagram avec du granola fait maison et des tapis de yoga de marque. Je veux dire de vrais hippies adeptes de l'amour libre, de la vie en communauté, avec des expériences de drogue qu'ils évoquent encore comme des anciens combattants. Ma mère portait des châles en batik et parlait de changement d'énergie jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de moi et échange à contre-cœur tout cela contre un travail de bureau dans une société de transport et un 3 pièces en banlieue. Ils ne me l'ont jamais vraiment pardonné, d'être la raison pour laquelle ils ont dû devenir responsables. En grandissant, les vestiges de leur ancienne vie étaient partout. Des livres de tantra coincés entre des factures impayées, des porte-encens à côté des dossiers fiscaux, des attrape-rêves suspendus au-dessus du lit de la chambre d'amis que personne n'avait le droit d'utiliser. Et bien sûr, il y avait la philosophie. Mes parents croyaient au partage. Ça a l'air beau, non? Sauf qu'en pratique, le partage signifiait une chose. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est aussi à moi. Je suis née la première, 2 ans avant ma sœur. Donc, naturellement, j'ai eu la plus grande chambre. Ce fut ma première erreur, car une fois que ma sœur a décidé qu'elle voulait ma chambre aussi, mes parents n'ont vu qu'une seule solution. Tu n'utilises même pas tout cet espace, disait-il. Ne serait-ce pas plus agréable, plus juste, si elle avait accès aux 2 chambres? C'est devenu le schéma de mon enfance. Des livres. Partage-les. Des jouets. Partage-les. Mon vélo. Eh bien, elle doit apprendre à en faire, n'est-ce pas? Et si je protestais, j'étais égoïste. Possessive. Matérialiste. Une capitaliste en formation qui n'avait pas encore appris à privilégier la communauté à la propriété personnelle. Oui, c'est une citation réelle de mon père. J'avais 8 ans. Le partage était toujours à sens unique. Elle n'a jamais eu à renoncer à quoi que ce soit. Pas à ses jouets, pas à son intimité, pas à son espace. J'étais la forte, la généreuse, celle qui avait déjà trop. Alors, j'ai appris à renoncer à l'équité, à l'espace, à l'attente que quelque chose m'appartienne, jusqu'à ce que je grandisse et que je réalise que je n'étais pas obligée de vivre comme ça. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme en avance, j'ai décroché un poste de consultante qui payait bien et qui m'a vieilli de 10 ans en 2. J'ai acheté ma propre maison à 29 ans. Pas un manoir, mais quelque chose de solide. 3 chambres, un petit jardin, une belle luminosité. Le genre de maison qui ressemblait à une bouffée d'air frais après une vie entière à m'entendre dire de me pousser. Mes parents l'ont détesté. Tu n'as même pas de famille, m'a dit ma mère une fois, comme si c'était une défaillance morale. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? Pendant ce temps, ma sœur avait 2 enfants, mariée à un type qui portait des chaussettes avec des personnages de dessins animés et appelait tout le monde « bro ». Ils avaient une plus petite maison dans la ville voisine, une maison à retaper qu'ils n'ont jamais vraiment retapée. La campagne a commencé lentement. Chaque visite chez ma sœur fournissait de nouvelles munitions. Ta sœur est noyée sous les factures. Les enfants ont besoin d'espace pour jouer. Ce n'est pas juste que tu aies tout ça et qu'elle galère. Au début, j'ai offert ce que je pouvais, du babysitting, des week-ends, une nouvelle machine à laver quand la leur est tombée en panne. Mais ce n'était pas assez, parce que ce qu'ils voulaient vraiment, ce qu'ils ont fini par dire à voix haute, c'était que je prenne plus petit, que je vende ma maison et que je donne la différence à ma sœur. Tu n'es presque jamais à la maison de toute façon, a dit mon père. Pourquoi gaspiller ça? J'ai dit, non,
calmement, fermement, sans culpabilité. Et ils ne l'ont pas bien pris. Pendant des mois, il y a eu un silence. Le genre de silence froid et agressif qui remplit les discussions de groupe familial de réponse d'un seul mot. Puis, soudain, un dégel. Ma mère a appelé à l'improviste. J'ai pensé à tes orchidées. Je serais heureuse de les arroser quand tu voyages. C'est comme ça que ça a commencé. Juste arroser les plantes. Puis j'ai remarqué que le tapis avait besoin d'être aspiré, alors je l'ai fait. Puis, tu devrais vraiment désencombrer ton entrée. J'ai rangé un peu pendant que j'y étais. C'est devenu de plus en plus étrange. Une fois, je suis rentrée pour trouver mon étagère à épicerie organisée par ordre alphabétique, non pas en anglais, mais en latin. Une autre fois, la table de la cuisine avait été nettoyée et dressée avec des sets de table que je ne possédais pas. Je lui ai demandé d'arrêter. Elle m'a dit que le nettoyage était son nouveau passe-temps. J'ai regardé des tutoriels d'organisation, a-t-elle dit. Comme si cela expliquait pourquoi mon linge était plié en forme d'animaux en origami. Je n'ai pas insisté davantage parce que, et je déteste ça, une partie de moi était simplement reconnaissante qu'elle me parle à nouveau, que je n'ai pas été complètement excommuniée pour avoir refusé de me ruiner au nom de l'égalité fraternelle. Mais quelque chose continuait de me tarauder. Son passe-temps de nettoyage a commencé à peu près au même moment où ma sœur a emménagé dans une plus grande maison, une avec un jardin et un dressing et un prêt hypothécaire qu'elle ne pouvait certainement pas se permettre seule. Je me souviens avoir demandé nonchalamment comment ils avaient réussi. Ma sœur a juste souri. On a eu de l'aide. De qui? Elle n'a jamais répondu. Et je n'ai pas insisté parce qu'une partie de moi savait déjà que gratter la surface révélerait quelque chose que je ne pourrais pas ignorer. Je ne savais juste pas à quel point c'était grave. Après la révélation de Léo, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans ce lit parfaitement fait, à fixer le plafond, imaginant des étrangers se promener dans ma maison pendant mon absence. La violation me semblait physique, comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et réarrangé mes organes. Je ne voulais pas être la personne qui installe des caméras cachées dans sa propre maison. Je voulais faire confiance à ma famille. Je voulais avoir tort, mais je n'avais pas tort et j'en avais fini de deviner. Mon prochain voyage d'affaires était déjà prévu. Boise, 3 jours, une réunion de lancement avec une équipe à l'étranger. Avant de partir, j'ai installé 5 petites caméras. Salon, cuisine, couloir, entrée, chambre, toutes connectées au cloud, avec audio, dissimulées discrètement derrière des livres et des plantes. J'ai envoyé un message à ma mère la veille de mon vol. Salut, je pars pour Boise demain. Si tu veux arroser les plantes, merci, mais s'il te plaît, ne fais rien d'autre. Pas de nettoyage, pas de réorganisation, juste les plantes. Elle a répondu. J'essaierai de ne pas nettoyer. Tu sais comment je suis. Bon voyage. Venant de quelqu'un d'autre, ça aurait été un message normal. Venant d'elle, c'était un avertissement. La première nuit, rien d'inhabituel ne s'est produit. Elle est passée vers midi, à arroser les plantes, à réarranger une photo encadrée, à essuyer un comptoir qui n'était pas sale. Agaçant, but familier. Je regardais le flux depuis ma chambre d'hôtel, ordinateur portable ouvert, écouteurs aux oreilles, l'anxiété montant dans ma poitrine comme un orage. La nuit tombée, la maison est restée silencieuse. J'ai failli me détendre. La deuxième nuit a tout changé. J'ai ouvert le flux vers 20h. Au début, rien, juste des pièces vides avec un éclairage tamisé. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et quelqu'un est entré. Pas ma mère. Un homme aux larges épaules portant un sac de sport. Il a traversé mon salon avec l'assurance de quelqu'un qui était déjà venu. 2 minutes plus tard, quelqu'un d'autre est entré. Puis un autre, une femme avec une tresse argentée et une bouteille de vin. Une autre femme en bottes et un long châle rouge. Un homme portant une chaise pliante. Personne n'a frappé. Personne n'a hésité. Ils se déplaçaient comme s'ils étaient chez eux. Je fixais l'écran, incapable de cligner des yeux, jusqu'à ce que mon téléphone sonne. Salut, où es-tu?
Notre appel avec l'équipe en Inde a commencé il y a 5 minutes. La réalité m'est revenue en pleine face. J'avais complètement oublié le décalage horaire. J'ai fermé le flux, attrapé mon ordinateur portable de travail, rejoint l'appel Zoom. J'ai souri, hoché la tête, probablement accepté des choses que je regretterai plus tard. À l'intérieur, je hurlais. À l'extérieur, j'étais en sourdine. La réunion a duré 30 minutes mais a semblé durer 10 heures. Dès qu'elle s'est terminée, j'ai rouvert le flux de la caméra. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mon salon était plein de gens. Lumière tamisée, musique, quelque chose de doux et rythmé avec une ligne de basse qui semblait pulser à travers les haut-parleurs. Il y avait des rires, le tintement des verres, des conversations murmurées. Un homme vêtu uniquement d'un caleçon était allongé sur mon canapé, le même canapé où je regarde des films et plie le linge. Une femme était assise en tailleur sur mon tapis, ouvrant une petite mallette noire. Sans équivoque, des objets pour adultes étaient étalés sur ma table basse. Des choses en cuir, des choses qui vibraient, des choses que je ne voulais pas reconnaître. Quelqu'un a marché pieds nus dans mon couloir, tenant ce qui ressemblait à un bandeau. Elle a gloussé en passant devant la bibliothèque où j'avais caché la caméra, regardant directement vers elle, pas dedans, juste à côté. Mais quand même, je me suis sentie exposée. C'est ma maison. C'est mon canapé. C'est ici que je mange des céréales et que je paie mes factures et que j'essaie de construire une vie qui n'appartient qu'à moi. J'ai refermé brutalement l'ordinateur portable comme s'il était en feu. Je fixais encore le vide quand mon téléphone a de nouveau sonné. Est-ce que je parle à Paige Harrison? Oui. Ici l'officier Whitman de la police de Ridgefield. Nous intervenons suite au signalement d'un rassemblement à votre domicile ce soir. Avez-vous connaissance de quelqu'un utilisant actuellement la propriété? Ma bouche est devenue sèche. Non, je suis à Boise. Je ne suis pas à la maison. Plusieurs personnes ont exprimé leur inquiétude après avoir découvert des dispositifs de surveillance à l'intérieur de la maison. Certains n'étaient pas conscients d'être enregistrés. Vos parents sont actuellement présents et affirment qu'ils avaient la permission d'utiliser l'espace. Ils ne l'avaient pas. Vous êtes bien la propriétaire, n'est-ce pas? Oui. Pouvez-vous confirmer si quelqu'un a reçu la permission d'organiser un événement dans la maison? Non. J'ai dit à ma mère qu'elle pouvait arroser les plantes. Je lui ai envoyé un message. C'est tout. Pouvez-vous partager ce message? Oui, je vous l'envoie maintenant. Très bien. Vous pourriez être contacté pour une déposition formelle. Pour l'instant, vous n'avez aucun problème juridique, mais vous devez savoir que des problèmes de zonage ou de licence pourraient être examinés. L'appel s'est terminé, mais je suis resté figé. Le téléphone toujours pressé contre mon oreille, traitant encore le fait que je n'avais pas imaginé cela, que des gens avaient été filmés dans ma maison en train de faire des choses que je ne pouvais pas dévoir. 15 minutes plus tard, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre. J'ai fixé son nom sur l'écran, mon pouce planant sur le bouton de refus, mais la curiosité l'a emporté sur l'instinct de conservation. Ma chérie. Hey, écoute. Dis juste à la police que tu savais, d'accord? Ce fut sa première phrase, pas « je suis désolé » ou « ce n'est pas ce que tu crois ». Juste, dis-leur que tu savais. Quoi? Le mot est sorti à moitié étranglé. Que tu nous as donné la permission. Que nous pouvions utiliser la maison. C'était juste une petite réunion, comme au bon vieux temps. Tu sais, des événements communautaires, des gens de confiance. Rien de dangereux. Dis-leur simplement que c'était d'accord, s'il te plaît. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Dehors, la vie normale continuait. Un minivan garé de travers sur 2 places. Une femme démêlant son bambin d'une écharpe. Tout avait l'air si ordinaire pendant que mon monde s'effondrait. Maman, ai-je dit, la voix plus stable que je ne le sentais. Qu'est-ce que vous faisiez dans ma maison? Silence. J'ai vu des gens. J'ai vu ce qu'il y avait sur mon tapis, sur ma table, sur mon canapé. C'était quoi, ce bordel?
On peut t'expliquer. Juste pas maintenant. Non. Qu'est-ce que vous faisiez? Ce n'était pas illégal. On n'a fait de mal à personne. C'était privé. Quelqu'un a réagi de manière excessive et a appelé la police parce qu'il a trouvé une caméra. Oui, une caméra. Que j'ai installée dans ma propre maison parce que vous l'utilisez sans me le dire. Un autre silence, puis la voix de mon père en arrière-plan. On ne pensait pas que tu comprendrais. Alors, vous avez décidé de ne pas m'en donner l'occasion. On pensait que tu essaierais de nous en empêcher. Vous aviez raison. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas claqué le téléphone ni ne l'ai jeté. Je l'ai juste posé sur le bord de la table et l'ai fixé comme si c'était devenu le problème de quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie. Un des vieux amis de mes parents. Cheveux gris, blog de poésie, boit probablement encore de la tisane à la camomille comme si c'était un trait de personnalité. Le message était rempli d'excuses, d'une gentillesse presque douloureuse. Je ne savais pas qu'il n'avait pas ta permission. On nous avait dit que tu étais au courant et d'accord. Je suis vraiment désolée. Si ça peut t'aider, voici le site web qu'ils ont utilisé pour s'organiser. Il y avait un lien. Pas de nom, pas de logo, juste une URL propre, d'apparence privée. J'ai cliqué. Le site était magnifique, de cette manière stérile et surdésignée qui vous donne l'impression d'adhérer accidentellement à une secte. Couleurs sourdes, polices apaisantes, des phrases comme « La liberté par la confiance », espace sur rotatif, rassemblement privé et organisé, dont suggéré, $400, $850, $1200. Un calendrier d'événements. Chaque date correspondait parfaitement à l'un de mes voyages d'affaires. Chaque lieu était décrit de manière vague, mais j'ai reconnu les photos. L'une montrait un verre de vin posé sur une table que j'avais moi-même rénovée pendant le confinement. Une autre montrait le tapis que ma mère n'arrêtait pas de qualifier de trop simple. Il n'avait pas emprunté ma maison. Il l'avait mise en vedette. Il y avait un alias d'hôte. L'adresse email associée contenait l'ancien surnom de ma mère de ses jours hippies, éplé à l'envers, comme si cela suffisait à cacher son identité. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pas de colère, même pas d'horreur, juste avec un sentiment de finalité. Ils se sont présentés 4 jours plus tard. Pas de texto, pas d'avertissement, juste un coup à la porte et le son lent et épuisé de 2 personnes prétendant ne pas paniquer. Tu n'avais pas à envenimer les choses, a dit ma mère dès que j'ai ouvert la porte. On aurait pu gérer ça en famille. Je n'ai rien envenimé. Un de vos invités a appelé la police. Mais tu leur as tout dit. J'ai dit la vérité. On essayait d'aider ta sœur. Elle avait besoin de soutien. Tu as dit non quand elle avait besoin d'une plus grande maison. Je ne pensais pas que ça lui donnait le droit à la mienne. On ne pouvait pas utiliser la nôtre, a ajouté mon père. Les gens nous connaissent là-bas. La tienne était neutre. Neutre? Ai-je répété. C'est ce que je suis maintenant. Neutre. Tu étais parti la plupart du temps. La maison était vide. Elle n'était pas vide. Elle était à moi. Ils n'ont pas répondu. Ils sont partis avec le même silence qu'ils avaient apporté. Les retombées n'ont pas été bruyantes. C'était pire que ça. Violation de licence, plainte de zonage, une mise en demeure de la ville, une lettre du fisc demandant des comptes sur des revenus non déclarés. L'un des invités les a poursuivis pour détresse émotionnelle et violation de la vie privée. Ils ne sont pas allés en prison, mais ils ont payé. Financièrement, socialement, silencieusement. Le site web a été fermé. Le réseau s'est éteint. Tous les amis avec qui ils se réunissaient ont cessé de répondre à leurs appels. Ma sœur a été la dernière à appeler. J'espère que tu es satisfaite. Pardon? Ils essayaient de m'aider. Et maintenant, Finn et moi devons déménager. Ils ne peuvent plus nous aider avec le prêt. Donc tu me rejettes la faute? Tu n'étais pas obligé de choisir l'option nucléaire. Tu aurais pu les protéger.
Ils ont utilisé ma maison sans permission. Ils l'ont fait pour moi. Non, ils l'ont fait sans demander. Ils ne m'ont pas demandé à moi. Ils ne t'ont pas demandé à toi non plus, n'est-ce pas? Le silence à l'autre bout du fil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai vendu la maison. Je ne l'ai pas annoncé publiquement. Je n'ai prévenu personne. J'ai juste engagé un agent immobilier. J'ai emballé ma vie. J'ai signé les papiers. Le nouvel endroit est plus petit, plus calme, plus loin. Il sent la peinture fraîche et les décisions de personne d'autre. Je n'ai pas laissé de clé sous le paillasson. Je n'ai donné de double à personne. Ils ont essayé d'appeler une fois, peut-être deux. Pas de messages vocaux, juste des appels manqués que j'ai laissés manquer. Finalement, ils ont arrêté. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas d'excuses de dernière minute. Juste la compréhension silencieuse entre des gens qui savent quand quelque chose est terminé et ne sont pas prêts à le dire à voix haute. Nous ne nous sommes pas disputés. Nous avons juste arrêté de prétendre que nous étions encore en orbite. Ils pensaient que je les protégerais. Je pensais qu'ils me protégeraient. En fin de compte, nous avions tous les deux tort. Parfois, je me demande si j'ai réagi de manière excessive. D'autres fois, je pense que je n'ai pas réagi assez fortement. Mais la plupart du temps, je pense aux limites, comment elles ne sont pas des murs destinés à tenir les gens à l'écart, mais des fondations destinées à se maintenir debout. Ma maison ne crie plus. Elle est calme maintenant, remplie de mes propres choix, de mon propre désordre, de mon propre sentiment de ce que devrait être un foyer. Et pour la première fois de ma vie, quand je verrouille la porte derrière moi, je sais exactement qui a les clés. Merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui apprennent peut-être à poser leurs propres limites. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa voie lorsque les personnes les plus proches de vous essaient de la faire taire. Parfois, les limites les plus difficiles à tracer sont celles qui finissent par nous libérer.